Nous pensons au verre comme quelque chose de fragile, quelque chose qui se brise en éclats, un point faible. Mais et si nous vous disions que ceci, c'est aussi du verre, des fils aussi fins et doux qu'un cheveu humain? Et si nous vous disions que ces fils, lorsqu'ils sont entrelacés, deviennent plus solides que les barres d'acier qui soutiennent nos villes? Comment est-il possible que le sable, synonyme de fragilité, soit transformé en un matériau de construction avec presque le double de la résistance de l'acier? Un matériau 4 fois plus léger, mais capable de supporter le poids de ponts gigantesques. L'acier, le pilier de notre monde, a un ennemi ancien et silencieux, l'eau, la rouille. Elle attaque l'acier de l'intérieur, se dilate et fissure notre béton, condamnant les structures à une mort lente. Ce nouveau matériau ne craint rien. Il peut rester submergé dans l'eau salée pendant 50 ans et rien ne se passe. Alors, la question n'est pas seulement de savoir comment les ingénieurs prennent du sable et le rendent plus solide que l'acier. La vraie question est, pourquoi cela n'est-il pas utilisé partout? La réponse commence, non pas sur une plage, mais dans les profondeurs de la Terre, avec un tremblement de terre contrôlé. L'ingrédient principal de l'armature en fibre de verre est la silice. Et non, ce n'est pas le sable de votre plage locale. Pour ce processus, seuls les gisements de sable les plus purs conviennent. Nous parlons de sable avec une teneur en silice de 99%. Ce sable de quartz de haute qualité n'est pas ramassé, il est extrait. Il se trouve dans d'immenses mines à ciel ouvert, comme une énorme plaie blanche sur la croûte terrestre. Dans ces mines, les couches de roches de quartz sont si incroyablement denses et compactes qu'aucune machine ordinaire ne peut les percer. La seule solution est d'utiliser la force explosive. Les ingénieurs forent des trous profonds, les remplissent d'explosifs industriels et les font détonner selon une séquence parfaitement calculée. Ce n'est pas une explosion chaotique, c'est un tremblement de terre de précision conçu pour fracturer la roche en morceaux maniables. Dès que la poussière retombe, des excavatrices géantes avec des pelles de la taille de petites voitures entrent en action. Elles ramassent la roche brisée et la chargent dans des camions de transport lourds. De là, la roche est acheminée vers le concassage primaire. Des moulins industriels avec des mâchoires d'acier écrasent et broient ces rochers sans arrêt, jour et nuit, jusqu'à ce que la roche solide soit réduite en fins grains de sable. Mais même après ce concassage brutal, le sable n'est pas encore prêt. La pureté est tout. L'étape suivante est le lavage. Le sable est envoyé vers un système de lavage moderne, une installation capable de traiter jusqu'à 220 tonnes par heure. 220 tonnes, c'est l'équivalent de déverser et nettoyer 10 camions bennes remplis toutes les 60 minutes. Le premier point de contrôle est un tamis à maille fine, avec 30 trous par pouce carré qui bloquent toutes les particules trop grandes. Ensuite, le sable pur tombe dans des chambres d'agitation où des jets d'eau à haute pression, fins comme des aiguilles, le frottent et le nettoient. Après 15 minutes de cela, le mélange de sable et d'eau est envoyé vers un séparateur en spirale. C'est un vortex contrôlé. La force centrifuge, tournant à grande vitesse, projette les particules métalliques plus lourdes, les contaminants, vers les bords extérieurs, tandis que la silice pure et plus légère reste au centre. Pourquoi tant d'obsession pour la pureté? Parce qu'en ingénierie des matériaux, les impuretés sont l'ennemi. Un seul flocon de fer, de la taille d'une tête d'épingle, peut créer un point faible. Et quand on soutient un pont, il ne peut y avoir de point faible. Ce n'est que lorsque le sable atteint 99% de pureté qu'il est prêt pour l'étape suivante. Et cette étape n'implique pas la force, mais plutôt une chaleur inimaginable. C'est la plus grande usine de fibres de verre des États-Unis. Elle produit plus de 500 tonnes de ce matériau chaque semaine. Le sable purifié arrive et est immédiatement mélangé. 70 à 75% de silice. On y ajoute 15% de carbonate de sodium et 10% de carbonate de calcium. Considérez le carbonate de sodium comme une clé chimique. La silice, seule, fond à une température extrêmement élevée. Le carbonate de sodium attaque chimiquement la structure de la silice, la forçant à fondre à une température beaucoup plus basse. Cela économise une quantité colossale d'énergie.
Le mélange est ensuite filtré une dernière fois et transporté par des courroies vers le cœur de l'usine, le four à gaz. La température à l'intérieur atteint 1650 degrés Celsius. Ce n'est pas seulement chaud, c'est un enfer blanc et aveuglant, plus chaud que la lave s'écoulant d'un volcan actif. Les travailleurs portent des combinaisons argentées, des combinaisons qui semblent appartenir à la Lune, juste pour pouvoir s'approcher de la fournaise. Le processus de fusion dure 24 heures. Pendant une journée entière, le sable et les produits chimiques s'agitent et fusionnent, jusqu'à ce que le mélange solide se transforme en un liquide dense et brillant, comme du miel incandescent. Pendant quelques heures supplémentaires, ce verre liquide reste dans le four, permettant à tous les gaz ou bulles piégées de s'échapper. La pureté doit être absolue. Et maintenant, la magie opère. Le verre fondu s'écoule du four vers une unité spéciale appelée filière. La base de cette filière est faite d'un alliage de platine. Pourquoi du platine? Parce que seul l'un des métaux les plus précieux et les plus rares du monde peut supporter cette chaleur extrême et en même temps être percé de milliers de trous microscopiques. Nous parlons de trous d'un diamètre de seulement 5 à 25 microns. À titre de comparaison, un seul cheveu humain mesure environ 70 microns d'épaisseur. Ces fils de verre sont 15 fois plus fins. À mesure que le verre liquide traverse ces milliers de trous, la gravité et une traction mécanique le tirent vers le bas, transformant le liquide en milliers de filaments simultanément. Et voici la plus grande pression de cette usine. Elle ne dort jamais. Noël, Nouvel An, peu importe. L'usine doit fonctionner 365 jours par an, sans interruption. Si le flux est interrompu, le verre fondu se solidifie à l'intérieur de ces milliers de minuscules trous de platine. La filière se brise. C'est une catastrophe de plusieurs millions de dollars. La pression pour maintenir tout en marche est constante. Dès que les filaments sont tirés, des buses à haute pression pulvérisent de l'eau froide sur eux, les refroidissant instantanément pour éviter qu'ils ne se cassent. Mais on ne peut pas simplement saisir 1 million de fils de verre microscopiques. Ils sont d'abord rassemblés en faisceaux plus grands et enroulés sur des bobines géantes appelées rovings. Ces rouleaux de fils de verre sont la matière première de la véritable force. Les rovings sont placés sur des supports et des dizaines de fils sont déroulés en parallèle, formant un flux constant et plat. Ce faisceau de fibres sèches est ensuite guidé vers l'étape la plus critique, le bain de résine. Il peut s'agir de résine époxy ou de résine fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées. Pensez-y comme un partenariat parfait. Les fibres de verre confèrent à la barre son incroyable résistance à la traction, sa capacité à être tirée. La résine agit comme une armure corporelle. Elle maintient toutes les fibres ensemble, les protège de la friction et donne à la barre sa forme solide et sa rigidité. Le système maintient les fibres sous une tension précise. Chaque fil doit être parfaitement droit. Si un fil est lâche, il ne supporte pas sa part de la charge. Il devient un paresseux et la barre échouera. Le faisceau humide de fibres et de résine est ensuite tiré, un processus appelé pultrusion, à travers une matrice d'acier chauffé. Cette matrice est le sculpteur. Elle comprime le faisceau, forçant la résine à pénétrer profondément entre chaque fibre individuelle. Et en même temps, elle sculpte les nervures sur la partie extérieure. Ces nervures sont cruciales. Elles sont ce qui permet à la barre de s'accrocher au béton. La barre émerge de l'autre côté, solide, continue et déjà avec sa forme finale. Mais la résine doit encore être durcie. La barre passe par un long four de séchage pour durcir complètement, suivi d'un rapide bain d'eau pour refroidir. Le processus est presque terminé. C'est incroyable. Mais si c'est si bon, pourquoi 99% des chantiers de construction utilisent-ils encore ceci? L'acier reste le champion. C'est le titan. Son histoire n'est pas celle de la précision microscopique, mais celle de la force brute et du feu. L'acier est fabriqué à partir de fer, et le fer commence comme un minerai extrait de la terre. Tout comme la silice, il est concassé et moulu jusqu'à devenir une poudre fine. Mais la poudre de fer est mélangée à toutes sortes de roches inutiles. Comment les sépare-t-on? Ici, la magie n'est pas la chaleur, mais plutôt la chimie de l'eau. La poudre est mélangée à de l'eau pour créer une boue épaisse.
Cette boue est pompée dans des cuves géantes appelées cellules de flottation. Et c'est ici qu'a lieu une astuce chimique ingénieuse. Ils ajoutent des réactifs qui font que les particules de fer détestent l'eau. Ils les rendent hydrophobes. En même temps, tout le déchet inutile, la gangue, reste hydrophile. Il aime l'eau. Ensuite, ils pompent de l'air comprimé par le bas. Des millions de bulles montent. Les bulles s'accrochent uniquement aux particules de fer qui détestent l'eau et les emmènent à la surface comme un ballon. Le résultat est une mousse étrange, épaisse et gris-rougeâtre. Elle ressemble à de la boue, mais cette mousse est un concentré de fer presque pur. Tout le déchet inutile qui aime l'eau coule. Il mine littéralement la mousse. Le concentré est recueilli et sa teneur en fer dépasse maintenant 65%, plus du double du minerai original. Mais on ne peut pas alimenter un four avec de la poudre humide. C'est pourquoi ce concentré est d'abord séché, puis transporté vers des disques rotatifs géants. Ici, la poudre est mélangée à un liant et roulée, comme si l'on fabriquait des milliards de petites boulettes. Ces boulettes de minerai de fer sont ensuite cuites dans un four rotatif colossal à plus de 1200 degrés, jusqu'à ce qu'elles deviennent dures comme la pierre. Elles sont maintenant prêtes pour le haut fourneau. Une structure imposante, un gratte-ciel de briques et d'acier qui fonctionne sans arrêt, non pas pendant des jours, mais pendant des années. Au sommet sont chargées les boulettes, le coke, une forme de charbon et le calcaire. De la base, un jet d'air surchauffé est soufflé. Le coke s'enflamme, atteignant des températures de 2000 degrés Celsius. Le monoxyde de carbone qui en résulte arrache chimiquement l'oxygène des boulettes de fer, laissant derrière lui un fleuve de fer en fusion. Mais cette force brute a un coût. Ce processus est l'une des plus grandes sources individuelles de pollution industrielle et d'émissions de dioxyde de carbone sur la planète. C'est le prix que nous payons pour nos villes. Le fer qui sort du haut fourneau, appelé fonte, est encore impur. Il est cassant. Pour devenir de l'acier, il doit subir une purification violente. Le métal liquide est déversé dans un convertisseur à oxygène de base. Et puis, une lance géante descend. Elle projette un jet d'oxygène pur dans le métal en fusion, plus vite que la vitesse du son. Le résultat est une éruption volcanique contrôlée à l'intérieur du four. Un rugissement assourdissant et une lumière aveuglante. L'oxygène brûle les impuretés, en particulier l'excès de carbone. En quelques minutes, le fer cassant se transforme en l'acier solide et flexible que nous connaissons. Maintenant, les deux fleuves de matière se rencontrent, le fleuve d'acier et le fleuve de verre. L'acier liquide ne peut s'arrêter. Il est immédiatement canalisé vers des machines de coulée continue, où il est refroidi et solidifié en billettes, de longs blocs carrés de métal brillant. Ces billettes, encore incandescentes, sont envoyées directement au laminoir. Ici, des rouleaux massifs d'acier, pesant des dizaines de tonnes, écrasent et étirent de la billette. À chaque passage, le bloc devient plus fin et plus long, comme de la pâte à pain sous un rouleau compresseur. C'est un processus d'une force incroyable, façonnant l'acier chaud dans sa forme finale d'armature. De l'autre côté, nous avons l'armature en fibre de verre. Elle n'est pas écrasée. Elle est tirée. Des milliers de fils fins, déjà plus résistants que l'acier, sont alignés avec précision et enfermés dans une matrice de résine. Les deux matériaux sont refroidis par des jets d'eau. Mais au final, l'acier nécessite une étape supplémentaire. Il est inspecté, coupé, emballé et revêtu, recouvert d'une protection contre la seule chose que la fibre de verre ignore, la rouille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Saviez-vous que, comme l'armature en fibre de verre n'est pas métallique, elle est complètement invisible aux champs magnétiques et aux ondes radio? L'acier est un désastre près d'une machine IRM dans un hôpital. La fibre de verre, elle est parfaite. C'est pourquoi elle est utilisée dans les hôpitaux, les tours de contrôle d'aéroports et les laboratoires de recherche. Et la résine qui lie les fibres, elle peut être fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET recyclées. Les déchets que vous jetez aujourd'hui pourraient, littéralement, soutenir un pont demain. Et enfin, le coût. Oui, la fibre de verre coûte généralement 20 à 30% plus cher au moment de l'achat. Mais pensez à un pont près de l'océan. Avec l'acier, vous payez à nouveau dans 20 ans pour réparer la rouille.
et encore dans 40. Avec la fibre de verre, vous ne payez qu'une seule fois. Le coût sur la durée de vie de la structure est considérablement plus bas. Nous avons commencé avec un paradoxe, le verre fragile qui est plus fort que l'acier. L'acier a bâti notre monde, c'est un titan de force brute, mais il a un ennemi, le temps, l'eau, la rouille qui fissure notre béton de l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons vu des ingénieurs apprivoiser le sable. Ils l'ont fait fondre à des températures volcaniques, l'ont étiré en fil 15 fois plus fin qu'un cheveu et l'ont tissé en un nouveau type de force, une force qui ne cède pas au temps. Ce n'est pas seulement un nouveau matériau, c'est une nouvelle façon de construire. L'avenir de nos structures les plus durables pourrait bien être fait de verre. L'industrie du recyclage des batteries lithium-ion est en pleine explosion. C'est déjà un marché de 35 milliards de dollars, un géant mondial que beaucoup appellent la seconde mine du monde. Mais pourquoi mine? Parce qu'à l'intérieur de chaque batterie jetée se trouve un trésor de métaux précieux. Cependant, ce trésor est enveloppé de dangers. D'ici 2025, il est prévu que la Chine, à elle seule, jettera plus d'1 040 000 tonnes de batteries de véhicules électriques. Ce n'est pas un déchet ordinaire. C'est une montagne croissante de déchets dangereux. Des dizaines de milliers de petites entreprises tentent d'y faire face, mais beaucoup opèrent sans sécurité, démontant les batteries manuellement, risquant des fuites toxiques qui peuvent empoisonner le sol et l'eau. Chaque batterie est une petite bombe chimique qui attend de défaillir. Alors, comment l'ingénierie moderne ose-t-elle plonger dans cette montagne de dangers? Comment transforme-t-elle des millions de petites bombes à retardement en matières premières, sûres et précieuses pour la prochaine génération d'énergie? La réponse ne commence pas par la force brute, mais par une intelligence froide et calculatrice. Tout commence par la collecte, un processus de contrôle rigoureux. Lorsque les piles de la télécommande de votre téléviseur ou de votre téléphone portable sont épuisées, elles sont acheminées vers des points de collecte publics. Là, elles ne sont pas jetées dans des boîtes en carton. Elles sont placées dans des conteneurs métalliques spécialisés. Considérez-les comme de petites forteresses. Ils sont équipés d'une isolation thermique, de couvercles antidéflagrants et de capteurs de sécurité. L'objectif est un seul. Si une batterie tombe en panne, elle tombera en panne seule, sans déclencher de réaction en chaîne. Mais cela ne concerne que les petites piles. Les blocs batteries des véhicules électriques représentent un défi d'une autre ampleur. Pesant des centaines de kilogrammes, ces blocs massifs sont déplacés par des chariots élévateurs hydrauliques et des bras robotisés. Ils sont placés dans d'énormes caisses en acier. Et ces caisses sont intelligentes. Elles sont équipées de capteurs thermiques et de gaz, surveillant en permanence tout signe de surchauffe ou de fuite. Ici, les travailleurs ne touchent jamais directement les batteries. Ils supervisent les systèmes automatisés, veillant à ce que chaque unité dangereuse soit contenue. Une fois à l'usine, le véritable tri commence. C'est le cerveau de l'opération. Des milliers de batteries de toutes formes et couleurs défilent sur un tapis roulant à grande vitesse. Elles passent sous des caméras industrielles et des systèmes d'intelligence artificielle. L'algorithme ne les voit pas seulement, il les identifie. Il scanne chaque petit détail, les étiquettes, les bornes, la taille, la couleur, cherchant des indices sur leur identité. Mais la véritable puissance vient ensuite. Des capteurs spectraux émettent des faisceaux lumineux pour identifier la composition chimique exacte à l'intérieur de la batterie. C'est comme avoir une vision au rayon X pour la chimie. En quelques millisecondes, le système sait. Ceci est une batterie lithium-ion. Celle-là est nickel-métal-hydrure. L'autre est une pile alcaline. Et ensuite, des jets précis d'air comprimé séparent chaque type dans son propre flux, chacun étant destiné à un processus différent. Cependant, les machines ne sont pas parfaites. C'est pourquoi, dans des stations d'inspection supplémentaires, des travailleurs humains effectuent encore le tri manuel. Ils retirent les étiquettes, recherchent des fissures et utilisent des testeurs portables pour examiner les batteries que la machine n'a pas pu identifier. Ils sont la dernière ligne de défense contre une erreur de classification. Le chaos des déchets mélangés a été organisé en flux parfait, mais le danger n'a pas disparu. Chaque batterie, quelle que soit son ancienneté, retient encore de l'énergie. Elle est encore vivante. Avant que la chaîne ne puisse avancer, chacune d'entre elles doit être complètement désactivée.
C'est la phase la plus critique de l'ensemble du processus. Les lames d'un broyeur industriel ne se soucient pas de l'énergie restante. Un seul court-circuit, une seule étincelle, et l'ensemble du système peut échouer de manière catastrophique. La sécurité est primordiale. Pour les batteries domestiques et de téléphones portables, le processus est relativement rapide. Premièrement, des capteurs thermiques et des voltmètres vérifient leur énergie résiduelle. Des techniciens inspectent visuellement l'enveloppe à la recherche de gonflements, de fissures ou de fuites. Les unités gravement endommagées sont séparées pour un traitement spécial. Les unités intactes sont ensuite immergées dans une solution saline diluée. L'eau salée agit comme un voleur d'énergie, drainant lentement chaque joule restant de manière contrôlée et sûre. C'est une mort douce pour la charge de la batterie, mais les batteries de véhicules électriques sont trop grandes pour un bain de sel. Elles exigent une chirurgie de haute technologie. Chaque pack de batterie est placé sur un support renforcé. Des robots entrent en action, démontant le pack en ses modules individuels. Et c'est ici que l'ingénierie révèle son super pouvoir. Ces modules passent par des scanners à rayons X industriels. La machine pénètre l'acier pour voir ce que l'œil humain ne peut pas. Des cellules endommagées cachées à l'intérieur. Une seule défaillance interne qui pourrait compromettre toute la chaîne. En même temps, des systèmes de mesure de tension enregistrent les données de chaque module, déterminant le niveau d'énergie restante. Les modules qui sont encore chauds, avec une tension élevée, sont immédiatement dirigés vers une zone de décharge dédiée. Là, ils sont connectés à des résistances de haute puissance. Et l'énergie excessive est libérée dans un environnement strictement contrôlé, saignant leur force jusqu'à ce qu'ils deviennent inertes. Ce n'est qu'à présent, une fois que chaque batterie a été verrouillée pour des raisons de sécurité et que son état a été enregistré, que la chaîne peut passer à la destruction. L'énergie est partie, les batteries sont sûres, mais les métaux précieux sont encore emprisonnés à l'intérieur d'enveloppes complexes. La prochaine étape n'est pas une question de délicatesse, c'est une question de force brute et contrôlée. Le son est assourdissant, un rugissement tonitruant d'acier contre acier qui réverbère dans toute l'installation. Les blocs de batterie, certains pesant des centaines de kilos, sont alimentés dans un système de broyage industriel scellé. Au centre de cette étape se trouve une chambre en acier épais. À l'intérieur, des arbres rotatifs équipés de lames en acier alliées tournent à grande vitesse, générant une force immense. En un instant, les batteries sont saisies, déchiquetées et pulvérisées, réduites à un mélange de fragments. Mais le véritable secret, la garantie de sécurité contre le feu, est l'air que nous respirons, ou, dans ce cas, son absence. Tout le processus de broyage se déroule dans une atmosphère de gaz inerte. L'oxygène est pompé et remplacé par de l'azote. Sans oxygène, il ne peut y avoir de feu. C'est une bulle de sécurité chimique qui empêche la moindre étincelle de devenir une explosion. Ce qui sort de l'autre côté n'est pas un déchet. C'est un flux de ressources libérées, un mélange de métaux, de plastique et d'une fine poudre noire. Cette poudre noire est le trésor. C'est la mine pour laquelle tout le monde est ici. Elle est incroyablement riche en lithium, cobalt et nickel. La séparation de ce chaos de fragments commence immédiatement. Le flux de matière passe par une chaîne de séparation continue. D'abord, de puissants électroaimants extraient tout le fer et l'acier du mélange. Ensuite, des séparateurs à courant de Foucault créent un champ magnétique qui pousse littéralement l'aluminium et le cuivre vers leurs propres canaux. De gigantesques cribles vibrants séparent les fragments par taille, récupérant la précieuse poudre fine. Les fractions légères, comme les plastiques et le papier isolant, sont retirées par flottation, flottant dans l'eau, tandis que les métaux plus lourds coulent. L'acier est séparé. L'aluminium et le cuivre sont séparés. Mais le véritable prix, la poudre noire, est encore un mélange chimique complexe. Pour séparer ces composants, nous devons quitter le monde de la mécanique et entrer dans celui de la chimie moléculaire. Il existe deux voies pour purifier la poudre noire, l'eau et le feu. La première voie est l'hydrométallurgie. C'est la chimie dans sa forme la plus patiente et la plus précise. La masse noire est dissoute dans d'énormes réservoirs de solutions acides. À l'intérieur de ces réservoirs, des pompes de circulation, des capteurs de pH et de température,
contrôle l'environnement avec une précision de laboratoire. L'objectif est la précipitation sélective. Imaginez ajouter un ingrédient à de l'eau salée qui fait que seul le sel tombe au fond, puis un autre ingrédient qui fait que seul le magnésium tombe. C'est exactement ce qui se passe ici, mais pour des métaux bien plus précieux. Par étapes sélectives, le lithium, le cobalt et le nickel sortent de la solution, un par un, sous forme de sel métallique pur. La deuxième voie est la pyrométallurgie. C'est la méthode de la force brute, un processus de fusion à haute température qui atteint des milliers de degrés Celsius. Dans des fours à arc électrique, le mélange est fondu jusqu'à devenir un liquide incandescent. La chaleur intense force la séparation par densité. Le mélange fond et se divise en couches. Une couche de scorie ou impureté flotte au-dessus, tandis que la couche de métal fondu précieux, nickel, cuivre et cobalt, coule. Que ce soit par la solution acide ou par la chaleur extrême du four, le résultat est le même. Le matériau chaotique est transformé en flux de métaux purs. Le résidu dangereux est devenu une ressource précieuse et contrôlée. Le cycle est presque terminé. Maintenant, cette matière première pure doit renaître. La renaissance d'une batterie ne s'arrête pas à la récupération des métaux. C'est ici que commence la production de nouvelles batteries. D'abord, le corps. Des bobines d'acier, souvent fabriquées à partir de l'acier récupéré lui-même, sont acheminées vers des lignes d'emboutissage continu. Des presses à grande vitesse coupent, plient et façonnent le métal en boîtier cylindrique compact. Ce n'est pas seulement un récipient, c'est la structure mécanique de la cellule, la première barrière contre les fuites chimiques. Des caméras industrielles surveillent en permanence, rejetant tout boîtier présentant des rayures ou des déformations microscopiques. Parallèlement, l'âme de la batterie est créée, les couches de cathode et d'anode. Et ici, le cycle se referme. Une partie du dioxyde de manganèse, du nickel ou du zinc utilisé ici peut provenir directement des sources recyclées que nous venons de voir. L'assemblage est une danse mécanique de haute précision. La ligne automatisée prend vie. Premièrement, le mélange de la cathode est dosé dans chaque boîtier en acier. Un axe de pressage descend, compactant fermement la poudre contre les parois pour garantir une densité d'énergie parfaite. Ensuite, le mélange de l'anode est injecté au cœur. Des bras robotiques placent le collecteur de courant central. L'étape finale est le scellage. Un couvercle d'acier est placé sur l'ouverture et une presse à sertir descend avec une force immense, le verrouillant fermement. La cellule est unifiée et scellée. Chaque batterie passe ensuite par une mesure de tension et des tests rigoureux de fuite avant d'être étiquetée. Des millions de cellules sont produites quotidiennement avec une vitesse et une cohérence remarquables, transformant un processus complexe en un flux mécanique incessant. Mais cette ingénierie compacte garde encore plus de secrets. Saviez-vous que dans certaines piles alcalines, l'enveloppe en acier que vous tenez n'est pas seulement un récipient? Elle fonctionne comme la cathode elle-même, une partie active de la réaction chimique. Et pour démonter les packs de batteries de véhicules électriques, les robots n'utilisent pas seulement des pinces, ils utilisent des forêts et des pinces de précision pour percer les couches d'acier et d'aluminium. Et pendant le broyage, même les fractions les plus légères, comme les plastiques et le papier isolant, sont récupérées. Elles sont retirées par flottation, en flottant dans un liquide tandis que les métaux plus lourds coulent. Des batteries usagées aux lignes de recyclage assourdissantes et renaissant sous la forme de nouvelles cellules. Ce parcours prouve que la technologie moderne ne se limite pas à la production. Elle vise à créer un cycle durable. Ce qui était autrefois un déchet dangereux est transformé en une ressource contrôlable. C'est la combinaison de l'expertise humaine, de la puissance des machines et de processus chimiques sophistiqués qui forment un cycle d'énergie fermé. Un cycle où la valeur est continuellement renouvelée, transformant l'impossible en réalité. Il naît d'un liquide, doux, souple et apparemment fragile. Mais c'est une illusion. Ce liquide est conçu pour défier le temps. Il est capable de durer 3 décennies sous pression constante, sans montrer le moindre signe de déformation. Maintenant, regardez autour de vous. 90% du confort de votre vie quotidienne
Le canapé sur lequel vous vous asseyez, le siège de votre voiture, le matelas sur lequel vous dormez, est bâti sur cette fondation invisible. C'est une industrie mondiale de plus de 50 milliards de dollars. Un géant silencieux qui produit des millions de tonnes par an. Mais voici le secret que peu connaissent. Ce matériau naît d'une explosion. Une réaction chimique si rapide, si précise, qu'elle doit être contrôlée par des lasers et des ordinateurs en temps réel. Comment les ingénieurs commandent-ils cette transformation instantanée? Comment convertissent-ils des milliers de gallons de produits chimiques volatiles en un bloc solide parfaitement stable, de la taille d'un bus, suffisamment solide pour durer toute une génération? C'est le voyage au cœur de la technologie du confort. Le voyage ne commence pas avec une machine, mais avec une recette. Tout commence dans la zone de réception des matières premières. Ici, 2 composés liquides principaux sont préparés. Le premier est le polyol. Considérez-le comme le corps souple de la mousse. Le second est l'isocyanate, le composant réactif, le puissant déclencheur qui construit la structure cellulaire. Ils attendent dans des réservoirs d'acier gigantesques et brillants, mais ce ne sont pas de simples réservoirs de stockage. Ce sont des coffres-forts climatisés. Des capteurs de température surveillent constamment l'intérieur. Les enjeux sont élevés dès la première seconde. Si la température varie de quelques degrés seulement, toute la délicate chaîne chimique peut être brisée. La réaction échouera. La mousse pourrait s'effondrer. Chaque goutte doit être dans des conditions parfaites. Autour d'eux, des réservoirs plus petits contiennent les assaisonnements de cette recette. Additifs. Des catalyseurs qui sont utilisés pour contrôler la vitesse de cette explosion chimique imminente. Colorants. Et, de manière cruciale, des retardateurs de flamme. Il ne s'agit pas seulement de mousse. C'est un matériau d'ingénierie de haute performance, conçu pour la sécurité et la durabilité. De ces réservoirs, un réseau silencieux de tuyaux, la circulation sanguine de l'usine, commence à circuler, acheminant les ingrédients vers le cœur du processus. Les liquides s'écoulent à grande vitesse, convergeant vers un point unique, la tête de mélange. C'est ici que la magie opère, et elle opère en un instant. L'impulsion rythmique de pompe à haute pression force les produits chimiques à se rencontrer. À l'intérieur, de puissantes lames tournent à une vitesse phénoménale. Les 2 liquides ne se contentent pas de se mélanger, ils entrent en collision. La réaction est immédiate et visible. Le mélange s'épaissit instantanément. La chaleur en émane. Et soudain, des milliards de minuscules bulles naissent. C'est l'ADN de la mousse qui s'écrit en temps réel. Quelle est la précision de ce processus? Des compteurs automatisés contrôlent le débit avec une précision de millième d'unité. Dans une production de cette envergure, il n'y a aucune marge d'erreur. 1 seconde de trop, 1 goutte de moins, et tout le lot peut être gâché. Pour comprendre la puissance pure de cette réaction, les techniciens effectuent parfois un test manuel. Ils ne prennent qu'un verre de liquide. Quelques secondes d'agitation, et la substance entre en éruption. Elle se dilate de manière spectaculaire, débordant du verre comme si elle était vivante. C'est une démonstration éclatante de la puissance du polyuréthane. Maintenant, imaginez cette puissance multipliée par des milliers de fois. Ce mélange vivant et palpitant, chargé de milliards de cellules d'air, est maintenant libéré de la chambre de mélange et déversé sur le transporteur principal. La vanne s'ouvre. Un flux lisse et visqueux de liquide est versé sur le tapis roulant en mouvement. Immédiatement, une barre d'étalement mécanique balaye d'avant en arrière ou des brosses rotatives peignent le liquide sur toute la largeur. La couche doit être parfaitement uniforme. Et puis, sous nos yeux, elle commence à croître. Comme une chose vivante, le mélange de mousse gonfle. On la voit s'élever, montant en douces vagues. La couleur de la surface change. Beige, vert tendre, rose pâle. La surface s'aplanit et se lisse progressivement à mesure que la réaction chimique trouve son équilibre. Mais ce n'est pas un petit bloc, c'est un pain de mousse géant et continu qui atteint 40 pieds de long, la longueur d'un autobus urbain. À mesure qu'il prend de la hauteur, il est contenu. Des parois latérales mobiles sur les bords du convoyeur s'élèvent avec lui, le forçant à prendre une forme rectangulaire parfaite et massive.
Au-dessus, la technologie surveille chaque seconde. Des capteurs laser balayent inlassablement la surface, mesurant la hauteur et la densité, renvoyant des données en temps réel au centre de contrôle pour des micro-ajustements. Mais le vrai danger est invisible, au fond du noyau. La réaction chimique génère une chaleur intense au centre du bloc. Si cette chaleur n'est pas évacuée, le noyau se consumera littéralement. Il deviendra creux et toute la structure échouera. Pour éviter cela, de puissants ventilateurs de circulation aspirent l'air chaud, refroidissant le bloc de l'intérieur vers l'extérieur, garantissant que la structure est solide et uniforme. Chaque centimètre de la mousse semble respirer. Finalement, au terme de ce long voyage, le bloc géant, encore chaud de la réaction, rencontre son premier outil, la scie. Une scie automatique se déplaçant en parfaite synchronisation avec la vitesse du convoyeur coupe le pain continu en blocs gérables, chacun mesurant de 9 à 12 mètres de long. Des bras robotiques se déplaçant avec une fluidité presque impossible pour leur taille soulèvent ces blocs chauds. Ils sont encore chimiquement vivants. La réaction n'est pas encore terminée. Ils doivent maintenant reposer. Les blocs sont déplacés vers une vaste zone de durcissement, une zone de stabilisation. Ici, pendant 12 à 24 heures, ils restent immobiles. Un flux d'air continu les traverse, éliminant les dernières traces de chaleur et de gaz résiduels. Cette période de sommeil n'est pas négociable. C'est ce qui renforce la mousse, fixe sa structure cellulaire et la transforme d'un bloc fragile en un matériau résilient et durable. Après ce repos, la phase de sculpture commence. Les blocs, maintenant complètement stables et refroidis, sont acheminés vers les lignes de découpe. C'est ici que la masse brute rencontre la précision chirurgicale. Des lames en alliage haute vitesse, contrôlées par ordinateur, CNC, tranchent les blocs massifs en panneaux et feuilles. Des stations de découpe double travaillent en synchronisation, l'une coupant horizontalement, l'autre verticalement. Pour les mousses plus souples et spécialisées, telles que la mousse à mémoire de forme, Memory Foam, l'outil est encore plus futuriste. Un découpeur à fil chaud. Un fil de résistance chauffé à 300 degrés Fahrenheit, environ 150 degrés Celsius, glisse à travers la mousse. Il ne coupe pas, il fond à travers, laissant un bord parfaitement lisse, sans aucune déchirure. Les tolérances ici sont microscopiques. Des capteurs laser mesurent l'épaisseur de chaque tranche. La marge d'erreur, seulement quelques millièmes de pouce. C'est une précision que l'on ne peut pas voir, seulement mesurer. La feuille de mousse est maintenant parfaitement sculptée. La mousse semble parfaite. Elle est uniforme, douce et aux dimensions exactes. Mais comment les ingénieurs prouvent-ils qu'elle durera réellement les 3 décennies promises? Ils la torturent. Des échantillons de chaque lot sont acheminés au laboratoire de contrôle qualité. Premièrement, des machines de test mesurent sa force de compression. Quelle force est nécessaire pour l'écraser? Ensuite, elles mesurent son élasticité et sa force d'indentation. À quel point elle repousse. Mais le test le plus critique est le cycle d'endurance ou test de fatigue. Une machine, équipée d'un piston lourd, comprime et relâche l'échantillon de mousse. Encore et encore, et encore, des milliers et des milliers de fois. Cela simule 30 ans d'utilisation quotidienne, condensée en quelques heures. La mousse se déchirera-t-elle? Perdra-t-elle sa hauteur? Sa structure interne s'effondrera-t-elle? Pendant que ce test de résistance a lieu, d'autres capteurs scannent la surface sous lumière polarisée. Cette lumière spéciale révèle la structure cellulaire cachée, la rendant visible. Des algorithmes informatiques traquent toute imperfection. Un pore trop grand, une déchirure minuscule, une région où les cellules ne sont pas uniformes. Seule la mousse qui survit à ce test de 30 ans est certifiée. Elle reçoit un code de lot et est libérée pour la prochaine étape, sa seconde vie. La mousse certifiée commence maintenant sa deuxième vie en tant que produit de consommation. Elle est acheminée vers la chaîne de montage des matelas. Ici, des découpeuses CNC tranchent les feuilles en différentes couches. La base haute densité pour le soutien. La couche intermédiaire de transition. La couche supérieure souple, en mousse à mémoire de forme, pour le confort. Elles sont assemblées, non pas avec des solvants chimiques agressifs, mais avec une fine brume d'adhésif à base d'eau.
De gigantesques presses pneumatiques descendent, fusionnant les couches en un bloc unique et unifié. Le matelas est ensuite taillé, mis en forme et reçoit sa housse en tissu final, cousu par des ouvriers qualifiés. C'est un matelas complet, massif, prêt pour un lit king size. Et maintenant, l'astuce finale est la plus incroyable de toute la production. Le matelas est déplacé vers la section d'emballage automatisée. Un puissant système de compression sous vide est activé. Vous pouvez observer comment il aspire, littéralement, chaque trace d'air des milliards de cellules ouvertes de la mousse. Le matelas, auparavant épais et moelleux, s'effondre. Son volume diminue de près de 80%. Il est ensuite fermement roulé, scellé dans un film plastique protecteur et glisse parfaitement dans l'emblématique « lit dans une boîte » « bed in a box ». Une révolution dans la logistique et l'industrie, tout cela rendu possible par cette chimie incroyable. Mais saviez-vous que ces couleurs que nous avons vues, beige, vert ou rose pâle, ne sont pas pour le style, ce sont des codes. Elles identifient les additifs spécifiques mélangés dès le début, comme les retardateurs de flamme ou les colorants pour tracer un lot spécifique. Et saviez-vous que ce matériau, désormais fondamental dans nos maisons, était un secret militaire? Dans les années 1930, il était utilisé exclusivement dans des applications militaires et aérospatiales, apprécié pour son incroyable légèreté et son pouvoir isolant. Dans ce monde d'ingénierie, rien n'est laissé au hasard. Même la plus petite bulle d'air joue son rôle, contribuant à la sensation finale, à la résilience et à la capacité du matériau à nous soutenir pendant des décennies. De composés liquides, silencieux et volatiles dans des réservoirs d'acier, en passant par des blocs massifs de mousse respirant sur un tapis roulant, jusqu'au rouleau final, compressé et prêt à être expédié. Ce parcours entier témoigne de la sophistication de l'ingénierie des matériaux modernes. Chaque réaction chimique, chaque mouvement des machines est contrôlé avec une précision absolue, maintenant un équilibre parfait entre vitesse et stabilité. C'est ainsi que des composés inanimés sont transformés en la fondation invisible de notre confort. Les sièges de voiture, les canapés et les matelas sur lesquels nous comptons chaque nuit. Regardez le sol de votre maison. Il ressemble à du bois, il semble solide. Mais il y a de fortes chances que ce soit une illusion d'ingénierie de haute technologie. Chaque année, le monde produit plus d'1,3 milliard de pieds carrés de revêtements de sol stratifiés. C'est 120 millions de mètres carrés. C'est assez pour couvrir entièrement la ville de Paris, rues comprises. Mais le fait le plus choquant n'est pas l'échelle, c'est l'origine. Ce produit, que nous définissons comme du parquet en bois, n'est pas fabriqué à partir de bois noble. Du moins, pas de la manière dont vous l'imaginez. Plus de 80% de sa composition proviennent de déchets. Sciures, copeaux, vieux meubles et palettes jetées. Alors, comment l'industrie transforme-t-elle des déchets en quelque chose d'aussi élégant, d'aussi solide et d'aussi précis que nous lui faisons confiance pour être la base de nos vies? Quel est le secret pour transformer de la poussière en une planche solide comme le roc? Et que se passe-t-il si cette illusion échoue? C'est le voyage de la poussière à la perfection, un processus où chaque étape est une bataille contre le chaos. Le voyage ne commence pas dans une forêt sereine, mais dans un environnement de chaos industriel. On entend le bruit de camions-bennes déchargeant des montagnes de résidus de bois, des morceaux de pin, des copeaux d'eucalyptus, des chutes de scierie et les restes de vieux meubles ayant déjà vécu une vie entière. C'est le trésor de l'industrie des stratifiés. Mais avant que cette matière première puisse renaître, elle doit être purifiée. Le défi est immense. Cachés dans ce mélange se trouvent les ennemis du processus. Clous, vis, agrafes métalliques, résidus de peinture et de colle. Un seul clou qui passe inaperçu peut détruire une lame de broyeur de plusieurs millions de dollars. C'est pourquoi la première étape est une chasse au trésor magnétique. Le matériau passe sur des tapis roulants sous de puissants électroaimants qui arrachent violemment toute trace de métal. Ensuite, des capteurs optiques recherchent les résidus de peinture et de plastique qui sont soufflés hors de la ligne par des jets d'air comprimés. Ce qui reste est du bois, mais il est encore humide et irrégulier. Le prochain ennemi est l'eau. Le bois propre entre dans d'énormes séchoirs rotatifs.
Ici, il est chauffé à une température contrôlée, entre 210 et 250 degrés Fahrenheit. L'objectif n'est pas de brûler, mais d'évaporer l'humidité jusqu'à un niveau optimal et exact. Si le bois devient trop sec, il deviendra cassant. S'il reste trop humide, il créera des poches de vapeur dans la presse, ruinant la plaque. Après le séchage, les copeaux sont envoyés au broyeur raffineur. Ce n'est pas un simple broyeur. C'est une machine à haute pression qui effiloche le bois, le séparant en ses fibres constitutives. Le résultat est un duvet doux, presque comme du coton, de fibres de bois pures et sèches. Le chaos initial a été transformé en la matière première parfaite. Nous avons les fibres, mais elles sont légères et lâches. Comment transformer ce coton de bois en un noyau dense et structurel, capable de supporter le poids d'un piano ou des décennies de pas? La réponse est la chimie et la force brute. Les fibres sèches sont transportées pneumatiquement vers une chambre de mélange. Là, elles sont pulvérisées avec une fine brume de résine synthétique et d'additifs résistants à l'humidité. Cette résine est la colle qui maintiendra tout ensemble, mais c'est aussi la source de l'un des plus grands défis de l'industrie, sur lequel nous reviendrons. Chaque fibre est uniformément enrobée. Ce mélange maintenant collant est étalé sur une ligne de convoyeur continue, formant un tapis parfaitement nivelé. L'épaisseur de ce tapis est contrôlée par des capteurs laser pour garantir qu'il n'y a pas de point faible. Ensuite, le tapis entre dans le cœur de l'usine, la presse continue. Ce n'est pas une presse ordinaire, c'est un monstre d'acier de plusieurs mètres de long, une rivière de métal chauffé. Le tapis de fibres entre duveteux d'un côté et est soumis simultanément à deux forces, une chaleur intense de 392 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius et une pression écrasante de centaines de tonnes. À l'intérieur de la presse, la physique prend le relais. La chaleur fait fondre la résine, la transformant en un adhésif puissant. La pression comprime les fibres, expulsant tout l'air et les forçant à s'entrelacer en une matrice incroyablement dense. Ce qui émerge de l'autre côté n'est plus du bois, c'est un nouveau matériau, un panneau de fibres à haute densité, ou HDF. Il est plus stable que le bois massif, car il n'a pas de grains pour se tordre ou se déformer. Il est dense comme de la pierre, mais fait de poussière. Le panneau chaud est ensuite refroidi progressivement pour stabiliser sa forme avant d'être coupé en panneaux mètres. Nous créons le noyau. C'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie structurelle. Mais soyons honnêtes, il est laid. C'est un panneau brun et sans vie. Maintenant, l'industrie doit réaliser son plus grand tour, la grande illusion. Il est temps de donner à ce noyau une âme, un visage. C'est ici que l'esthétique rencontre l'ingénierie de précision. Ce que nous voyons comme du bois est en réalité une photographie, mais pas n'importe quelle photo. C'est une image haute résolution, reproduite avec une précision mesurée en millièmes de millimètre. Sur des cylindres métalliques gravés, les motifs des veines naturelles du bois sont reproduits avec une fidélité impressionnante. Des rouleaux de papier décoratif spécial passent par ces cylindres, recevant l'impression avec des encres spéciales résistantes à la chaleur. Le papier imprimé, ressemblant maintenant à du chêne ou du noyer, est plongé dans un bain de résine mélaminique. Ce processus est appelé imprégnation. La résine sature le papier, lui conférant de la flexibilité, mais surtout le transformant en une couche qui fusionnera avec le noyau HDF sous l'effet de la chaleur. Dans les lignes de production plus avancées, la technologie est encore plus futuriste. Des imprimantes à jet d'encre numérique, équipées de têtes d'impression piézoélectriques, projettent des gouttelettes microscopiques d'encre UV directement sur la surface du HDF. Des lampes LED UV polymérisent instantanément l'encre, créant des textures tridimensionnelles vives, avec une profondeur et un reflet qu'il est presque impossible de distinguer du bois réel. L'illusion est presque complète. Nous avons un noyau de pierre fait de poussière et une belle peau photographique imprégnée de résine. Mais cette beauté est fragile. Pour résister aux rayures de clés, aux griffes d'animaux domestiques ou au simple déplacement d'une chaise, elle a besoin d'une armure. Et l'industrie a créé une armure transparente. La chaîne de production passe maintenant au revêtement de surface.
Des rouleaux de haute précision appliquent uniformément une solution liquide sur le papier décoratif. Cette solution contient de l'oxyde d'aluminium. Pour ceux qui l'ignorent, l'oxyde d'aluminium est le même minéral qui compose les rubis et les saphirs. Nous appliquons littéralement une couche de saphir liquide. Des lampes UV de haute intensité polymérisent instantanément ce revêtement, le durcissant en un bouclier protecteur sans altérer la couleur en dessous. Il est maintenant temps d'assembler le sandwich final. Des systèmes robotiques entrent en action, empilant les couches avec une précision qu'aucun humain ne pourrait égaler. L'ordre est critique. À la base, une couche de papier craft, appelée couche d'équilibrage. Sa fonction est cruciale. Elle applique une contre-pression pour éviter que le panneau ne se courbe ou ne se déforme avec le temps. Ensuite vient le noyau HDF que nous avons créé. Au-dessus de celui-ci, la feuille décorative imprégnée de mélamine. Et au-dessus, la couche de protection en oxyde d'aluminium. Cette pile de 4 couches est parfaitement alignée par des caméras industrielles. Un système de vide élimine toute poche d'air avant que le sandwich n'entre dans la presse de laminage hydraulique. Ici, les enjeux sont élevés. Des températures allant jusqu'à 430 degrés Fahrenheit et une pression allant jusqu'à 570 livres par pouce carré sont appliquées. Cette chaleur réactive la résine de mélamine dans toutes les couches, les fusionnant de manière permanente en un seul panneau solide, sans utiliser de colle. Le résultat est un panneau blindé, stable et beau. La transformation de la poussière en une plaque blindée est achevée. Mais nous avons encore une plaque géante de plusieurs mètres. Comment se transforme-t-elle en les lames que nous pouvons acheter en magasin et installer d'un simple clic? La réponse est la précision mécanique poussée à l'extrême. Les grandes plaques stratifiées entrent maintenant dans la phase de découpe et de profilage. Des scies longitudinales et transversales, guidées par des capteurs laser, découpent les plaques en lames de taille standard. Mais le véritable génie, le cœur de la commodité du stratifié, est sculpté sur les bords. Les lames passent par des fraiseuses CNC à double axe. À l'intérieur de celles-ci, des fraises à pointe diamantée. Et il doit s'agir de diamants, car le HDF est si dense et abrasif qu'il userait des outils en acier en quelques minutes, tournent à des dizaines de milliers de rotations par minute. Elles ne font pas que couper. Elles sculptent le profil d'emboîtement click-lock complexe. Les enjeux ici sont microscopiques. Un écart inférieur à la largeur d'un cheveu humain, une fraction de millimètre, et l'emboîtement échouera. La lame entière sera rejetée. Tout le processus est guidé par des capteurs optiques et des systèmes de calibrage automatique qui ajustent les fraises en temps réel. Dans certaines usines, des stations de test robotisées prélèvent des lames aléatoires de la ligne et les emboîtent, vérifiant l'ajustement avec une précision que nos sens ne peuvent percevoir. C'est ici, dans le vrombissement aigu d'une fraise diamantée, que l'ingénierie de précision définit le confort et la facilité d'installation dans nos foyers. La planche est prête. C'est une pièce d'ingénierie presque parfaite. Mais presque ne suffit pas. Avant qu'une planche ne reçoive le sceau d'approbation, elle doit subir une série de tests brutaux, une véritable course d'obstacles industriels. D'abord, l'inspection visuelle, mais pas avec des yeux humains. Un ensemble de caméras haute résolution scanne chaque centimètre carré de la surface, à la recherche d'imperfections microscopiques, petites rayures, bulles ou subtiles inconsistances dans la couleur imprimée. Des capteurs laser mesurent l'épaisseur exacte de la planche, garantissant que la déviation ne dépasse jamais la tolérance permise. Des capteurs d'humidité vérifient la stabilité du noyau HDF. Ensuite, des échantillons aléatoires sont soumis à des tests de torture. Le test d'abrasion, des tampons de ponçage rotatifs frottent la surface continuellement, des milliers de fois, simulant des années d'utilisation intensive. Le test d'eau, d'autres planches sont immergées dans l'eau ou pliées dans des conditions extrêmes de température et d'humidité. L'objectif est de voir si le noyau gonfle ou si les bords se délaminent. Tout produit échouant à l'un de ces tests est immédiatement rejeté et mis au rebut. Ce que vous achetez en magasin n'est pas seulement une planche, c'est un survivant.
La planche qui a survécu est un triomphe, mais pendant des années, l'industrie du stratifié a eu un squelette dans le placard que nous ne pouvons ignorer. L'une des préoccupations les plus sérieuses était l'émission de formaldéhyde. Ce gaz incolore était libéré lentement par les résines de mélamine utilisées pour lier le noyau HDF. Dans les générations plus anciennes de stratifiés, les concentrations pouvaient dépasser les seuils de sécurité, soulevant de sérieuses préoccupations quant à la qualité de l'air intérieur. L'industrie a été contrainte d'évoluer. Aujourd'hui, la plupart des fabricants modernes adhèrent à des réglementations mondiales extrêmement strictes, telles que le CARB Phase 2 aux États-Unis et les normes E1 en Europe. Ils ont remplacé les adhésifs traditionnels par des résines à faible émission ou même par des résines biosourcées dérivées de sources naturelles. La durabilité est aussi un débat. Le stratifié est incroyablement solide, mais contrairement au bois massif, il ne peut pas être poncé ou restauré quand il s'use. Et sa composition multicouche, ce parfait sandwich, rend le recyclage complet un énorme défi. Mais l'ingénierie ne s'arrête pas. Des chimistes développent de nouveaux liants naturels à base de lignine et des techniques de séparation avancées qui pourraient un jour délaminer chaque couche pour une réutilisation. Et ainsi, nous bouclons la boucle. Plus de 1,3 milliard de pieds carrés d'une illusion d'ingénierie. L'industrie a regardé les déchets, la poussière, les copeaux et les vieux meubles et y a vu une opportunité. Ils ont pris ce chaos, l'ont purifié et l'ont écrasé en un noyau dense comme la pierre. Ils lui ont donné un visage, une photographie haute résolution d'un arbre. Ils l'ont blindé d'une armure d'oxyde d'aluminium, le même matériau que les saphirs, et l'ont sculpté avec la précision d'un diamant, créant un puzzle mécanique que n'importe qui peut assembler. Le résultat n'est pas une imitation de bois. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine. C'est la preuve que, grâce à la chimie, à la mécanique et à l'esthétique, nous pouvons prendre ce qui a été jeté et le transformer non seulement en quelque chose de beau, mais en quelque chose de fondamentalement nouveau. Le marbre, on le voit partout, dans les palais, dans les musées, dans les cuisines de luxe. C'est un symbole de richesse, d'art, de quelque chose qui dure éternellement. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment on y parvient? Une dalle parfaitement lisse, brillante comme un miroir. La réponse n'est pas jolie. Ça ne commence pas avec un artiste, ça commence par une bataille. Pour extraire un seul bloc de cette pierre, les ingénieurs doivent d'abord déclarer la guerre à une montagne. Ils doivent enlever 70 pieds de terre complètement inutiles, 21 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 7 étages. 7 étages d'argile, de pierre et de débris qui doivent être pulvérisés avec des explosifs, juste pour atteindre la pierre qui nous intéresse. Et ce n'est que le premier pas. Le véritable défi, le véritable miracle de l'ingénierie est de prendre un colosse de 40 tonnes arraché à cette montagne et de le transformer en une dalle si parfaite qu'un défaut même invisible à l'œil nu la rend complètement inutile. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une belle pierre, c'est l'histoire d'une ingénierie brutale, d'une patience incroyable et d'un risque qui peut tout coûter. Le premier obstacle s'appelle la surcharge. C'est la peau extérieure de la montagne, une couche épaisse de près de 70 pieds d'argile, de limon et de débris. Cette couche n'a aucune valeur commerciale, mais elle protège le marbre comme une forteresse. Pour la traverser, la seule option est la force brute. Des équipes de forage créent une grille de trous profonds qui sont ensuite chargés de charges d'explosifs soigneusement mesurées. Ce n'est pas une démolition chaotique, c'est une chirurgie à la dynamite. On entend la sirène d'avertissement, un moment de silence, et puis la montagne explose, le sol tremble. Un nuage de poussière blanche s'élève et obscurcit le ciel. Des milliers de tonnes de terre et de roches sont arrachées, tombant le long des parois de la carrière. Quand la poussière retombe, la veine de marbre est enfin exposée. Mais ici, la stratégie change. Les explosifs qui ont dégagé le chemin ne peuvent pas toucher le marbre. Un impact trop fort et le prix serait brisé. Maintenant, la force brute cède la place à la précision absolue. Le nouvel outil est un fil. Cela peut sembler simple, mais c'est un câble d'acier de plusieurs pieds d'épaisseur,
incrusté de la chose la plus dure de la planète, des diamants industriels. Ce fil est passé à travers des trous percés avec exactitude, formant une boucle. La machine se met en marche. On entend un bourdonnement aigu et constant. Le fil diamanté commence à scier la roche. En même temps, de l'eau est pompée dans la coupe. L'eau a deux missions. Elle refroidit le fil pour qu'il ne fonde pas et elle lave la pâte de marbre, la fine poussière qui se forme. La coupe est d'une lenteur agonisante, centimètre par centimètre. À mesure que la rainure devient plus profonde, les travailleurs insèrent des vérins hydrauliques. Avec une force silencieuse de centaines de tonnes, ils commencent à pousser. On entend un gémissement profond, le son de la roche qui cède. Finalement, le bloc de 40 tonnes, aussi haut qu'un immeuble de 3 étages, se sépare de la montagne. Un bloc de 40 tonnes est libre, mais maintenant c'est un problème de 40 tonnes. C'est le poids de 30 voitures moyennes ou 6 éléphants adultes. On ne peut pas simplement le traîner. Le risque de le briser est trop élevé. C'est pourquoi d'abord, il doit être déplacé avec un soin extrême vers une zone d'attente, une zone plate et sécurisée à l'intérieur de la carrière elle-même. C'est ici qu'interviennent les vrais géants. De lourdes grues sur chenilles, des machines conçues pour soulever des poids impossibles, se positionnent. Des chaînes d'acier massives, avec des maillons de la taille de la tête d'un homme, sont attachées au bloc. On entend le moteur de la grue s'efforcer. Un rugissement profond. La tension dans les chaînes est maximale. L'opérateur de la grue doit être un maître. Avec une précision millimétrique, le colosse de pierre est soulevé du sol. Le bloc est ensuite soigneusement abaissé sur un véhicule qui ressemble à peine à un camion. C'est une remorque surbaissée à multiples essieux. Pourquoi tant d'essieux et tant de roues? Pour répartir le poids. 40 tonnes concentrées sur quelques roues détruiraient n'importe quelle route. Mais réparties sur des dizaines de roues, le poids devient contrôlable. Le bloc est fixé avec des sangles supplémentaires. Les vérifications de sécurité sont effectuées 2-3 fois. Et puis, le voyage commence. C'est le voyage le plus lent que l'on puisse imaginer. Le camion avance à pas d'escargot, gravissant les routes escarpées de la montagne. Chaque virage est un défi logistique. Chaque descente teste les freins à la limite. Ce convoi lent transporte la matière première de sa maison géologique vers l'usine, où la vraie magie va commencer. Le bloc de 40 tonnes arrive à l'usine. L'air ici ne sent pas la poussière et les explosifs. Il sent la pierre mouillée et le métal. Le bloc est placé sur une plateforme de coupe et fixé. Des pinces hydrauliques géantes le maintiennent avec une force immense. S'il bouge d'1 millimètre pendant la coupe, toutes les dalles seront tordues. La machine qui l'attend s'appelle gang saw ou scie à châssis. C'est une structure énorme capable de supporter le bloc. Mais sa partie la plus importante est un châssis géant qui maintient des dizaines de lames parallèles, comme les dents d'un peigne géant. La machine démarre avec un rugissement rythmique et assourdissant, d'avant en arrière, d'avant en arrière. C'est un rythme hypnotique et brutal. Les lames, recouvertes d'abrasifs industriels, commencent à descendre, millimètre par millimètre, sur le bloc de 2 mètres d'épaisseur. En même temps, un bain d'eau et de sable abrasif jaillit sur la coupe. Cette boue aide les lames à mordre la pierre. Le bruit est incroyable. Et cela continue. Et continue. Pour couper un seul bloc de marbre, cette machine peut prendre entre 12 et 20 heures. Pensez-y, une journée de travail entière ou plus, à scier une seule pierre. La patience est l'outil le plus important dans cette usine. Finalement, après presque une journée, les lames traversent le bloc. Ce qui était un cube solide est maintenant un jeu de cartes géant, un ensemble de dalles de pierre, chacune pesant des centaines de kilos. Mais ces dalles sont mortes. Elles sont ternes, rugueuses au toucher. Leur couleur est pâle. Elles sont couvertes par la boue grise de la découpe. La beauté pour laquelle le marbre est célèbre est encore cachée. Maintenant, la transformation commence. Des bras robotiques entrent en action. Il n'y a pas de mains humaines ici. Les dalles sont trop lourdes et délicates. De gigantesques ventouses de vide descendent.
agrippe la dalle avec un sifflement et la soulève dans les airs. Le robot place la dalle sur la ligne de polissage. C'est un long tunnel de transformation. La dalle glisse sous la première station, un ensemble de têtes rotatives. Ces têtes sont équipées de disques abrasifs. Le processus commence avec des grains grossiers, comme un papier de verre très résistant. Le son est horrible, le son de la pierre violemment raclée. La dalle avance. La deuxième station a des disques avec des grains plus fins. Le son change, il devient plus aigu. La troisième station, des grains encore plus fins. La dalle passe par, au minimum, 7 ou 8 étapes de ponçage. Chaque étape enlève les rayures de l'étape précédente, rendant la surface de plus en plus lisse. Et pendant tout ce temps, de l'eau. Des tonnes d'eau refroidissent les disques et lavent la pâte de marbre. Finalement, la dernière station, elle n'utilise pas de grains. Elle utilise un composé de polissage spécial. Les têtes tournent à grande vitesse et soudain, la magie opère. Le miroir apparaît. Là où il y avait une pierre grise et terne, il y a maintenant une surface profonde, brillante, qui reflète la lumière. La couleur éclate. Les veines, cachées pendant des millions d'années, sont enfin révélées. La dalle brille. Elle semble parfaite, mais pour ce marché de luxe, sembler ne vaut absolument rien. Le défaut le plus dangereux, celui qui peut coûter des millions, est le défaut que l'on ne peut pas voir. La dalle, maintenant polie, glisse dans une chambre noire. C'est le système d'inspection laser. Des faisceaux de lumière rouge balayent la surface. Le laser fait ce que l'œil humain ne peut pas faire. Il mesure la planéité et recherche les micro-fissures. Une petite bulle d'air piégée dans la pierre, une ligne de tension invisible due à l'explosion dans la carrière. Le laser voit tout. L'ordinateur analyse l'image. S'il détecte la moindre imperfection, la dalle est marquée en rouge. Rejetée. Même après tout ce travail, elle est mise au rebut. Les dalles qui réussissent le test laser passent à l'inspection humaine. Des ouvriers expérimentés passent leurs mains sur la surface, à la recherche de défauts que la machine aurait pu manquer. Les machines sont incroyables, mais elles ne remplacent pas des décennies d'expérience. Les dalles approuvées sont ensuite lavées à haute pression, éliminant toute la poussière. Vient ensuite l'emballage. Chaque dalle peut peser plus de 4 ou 500 kilos. Elles sont soulevées par des grues robotisées et empilées sur des palettes en acier. Mais elles ne peuvent pas se toucher. Le contact pierre contre pierre serait fatal. C'est pourquoi les ouvriers insèrent des feuilles de mousse ou de caoutchouc entre chaque dalle. L'ensemble est serré avec des sangles en acier et envoyé vers les projets les plus luxueux du monde. Mais tout le marbre ne devient pas un sol d'hôtel. Les meilleurs blocs, les plus purs, avec le moins de veines, ont une destination différente. Ils sont envoyés à l'atelier d'un sculpteur. Et ici, les règles changent. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de chaîne de montage. Le sculpteur commence par des dessins ou même des scanners 3D pour planifier chaque coupe. Le travail initial est bruyant. Des scies diamantées et des marteaux pneumatiques arrachent de grands morceaux de pierre, créant la forme de base. Mais ensuite, le bruit s'arrête. Le vrai travail commence. Le sculpteur prend de petits marteaux et des ciseaux en acier. Et ici, les enjeux sont capitaux. En usine, une dalle cassée est un coût de production. À l'atelier, un coup raté, 1 millimètre de force en trop, et la pièce est ruinée. Des mois, voire des années de travail détruits en un seul instant. Il n'y a pas de bouton d'annulation. L'artiste travaille lentement, utilisant des ciseaux pointus pour les lignes, des ciseaux plats pour les surfaces. Quand la forme est complète, le ponçage commence. Mais tout est fait à la main, du papier de verre, du plus gros au plus fin. Enfin, des poudres de polissage sont frottées sur la pierre, jusqu'à ce qu'elle devienne douce comme de la soie. Ce qui était un bloc de pierre sans vie semble maintenant avoir une âme. 3 faits rapides sur cette pierre incroyable. Premièrement, le marbre ne naît pas ainsi. C'est une roche métamorphique. Il commence comme du calcaire ordinaire. Mais lorsqu'il est écrasé au fond de la terre sous une chaleur et une pression intense, ces cristaux changent et ils se transforment en marbre. Deuxièmement, les célèbres veines qui donnent au marbre son prix.
Ce ne sont que des impuretés, des traces d'argile, de sable ou d'oxyde de fer qui étaient présentes dans le calcaire original il y a des millions d'années. En gros, c'est l'ancienne saleté qui le rend si beau. Troisièmement, c'est le marbre de Carrare que Michel-Ange a choisi pour sculpter son chef-d'œuvre, le David. Il savait que cette pierre était plus qu'un matériau. C'était le fondement de l'art intemporel. Des 70 pieds de terre qui ont dû être dynamités, au bloc de 40 tonnes qui a fait un lent voyage à travers la montagne, de la scie qui a mis 20 heures à couper, à la ligne de polissage en 8 étapes, du laser qui a cherché la faille invisible, au coup risqué du ciseau du sculpteur. Le parcours de cette pierre est terminé. Ce qui a commencé comme un morceau anonyme de la montagne, enterré et oublié, a été arraché, coupé, poli et transformé. L'ingénierie brutale a fait place à la précision absolue. Et la pierre qui était morte est devenue éternelle.